La nuit parfaite d'un homme d'affaires millionnaire a failli se terminer en tragédie sur les eaux. C'est la voix désespérée d'une fille des rues qui l'empêcha d'embarquer avec sa famille sur un yacht saboté. Lorsqu'il plongea, il découvrit une bombe en compte à rebours. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Le soleil de fin d'après-midi baignait la marina de Saint-Tropez d'une lumière dorée qui faisait scintiller les eaux calmes de la Méditerranée. Laurent Dufresne, 52 ans, se tenait debout sur le ponton, contemplant avec fierté son yacht de 23 mètres amarré devant lui. L'horizon, comme il l'avait baptisé, symbolisait parfaitement sa trajectoire. Parti de rien, fils d'un simple ouvrier de Marseille, il avait bâti l'une des entreprises de logistique les plus performantes de France. Ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. Laurent venait de signer le plus important contrat de sa carrière, un partenariat exclusif avec une multinationale qui propulserait sa société, Dufresne Logistique, au rang de leader national du secteur. Après des mois de négociations acharnées, d'insomnie et de doutes, il avait finalement réussi. Pour célébrer ce triomphe, il avait organisé une soirée intime à bord de son yacht, où seule sa femme Élise et leur fils Mathieu l'attendaient. « Monsieur Dufresne, tout est prêt à bord », annonça François, le capitaine du yacht, un homme robuste d'une 60aine d'années, au visage buriné par le sel et le soleil. « Le chef a préparé les homards comme vous l'avez demandé, et le champagne est au frais depuis ce matin. » Laurent hocha la tête, satisfait. « Merci, François. Je termine un appel et je vous rejoins. » Alors que François remontait à bord, Laurent sortit son téléphone pour vérifier un dernier message de son directeur financier concernant les détails du contrat. Il était tellement absorbé qu'il ne remarqua pas immédiatement la silhouette qui s'approchait de lui sur le quai. « Monsieur, vous avez peut-être une pièce ?» demanda une petite voix hésitante. Laurent leva les yeux de son écran. Devant lui se tenait une fillette d'une dizaine d'années, les cheveux châtains emmêlés et les vêtements élimés. Ses grands yeux bruns le fixaient avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois qu'il la voyait traîner dans la marina. Saint-Tropez, malgré son opulence, n'échappait pas aux contrastes sociaux, et cet enfant faisait partie des ombres qui vivaient en marge du luxe ostentatoire. « Élodie, c'est ça ?» demanda-t-il en cherchant dans sa poche. Il l'avait déjà croisée à plusieurs reprises ces dernières semaines, lui donnant parfois quelques euros ou lui achetant un sandwich. Elle hocha la tête, surprise qu'il se souvienne de son prénom. « Tiens, » dit-il en lui tendant un billet de 10 euros. « Achète-toi quelque chose à manger. » La fillette prit le billet avec un léger sourire. « Merci, monsieur. Vous partez sur votre bateau aujourd'hui ?»« Oui, une petite fête avec ma famille. J'ai signé un gros contrat. »« Félicitations, » murmura-t-elle, son regard se posant sur le yacht où Élise venait d'apparaître sur le pont supérieur. Belle et élégante dans sa robe d'été blanche, elle faisait un signe de la main à son mari. Laurent sourit en direction de sa femme avant de se retourner vers Élodie. « Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. » Alors qu'il s'éloignait, Élodie resta immobile, observant cet homme qui, contrairement à beaucoup d'autres dans ce port de milliardaires, lui avait toujours témoigné un minimum d'attention. Elle serra le billet dans sa main et disparut entre les allées du port. À bord de l'Horizon, l'ambiance était à la fête. Élise, 48 ans, directrice d'une galerie d'art à Paris, avait supervisé personnellement la décoration du pont. Des lanternes marocaines diffusaient une lumière tamisée qui se reflétait sur les verres en cristal disposés sur la table dressée face à la mer. « Tu as l'air préoccupé, » remarqua-t-elle en embrassant son mari sur la joue. « C'est ton jour de gloire, tu devrais rayonner. »« Je rayonne intérieurement, » répondit Laurent en l'enlaçant. « C'est juste que je n'arrive pas encore à y croire. 20 ans de travail qui aboutissent à ce contrat. Et je suis tellement fier de toi, » murmura Élise. « Nous allons fêter ça comme il se doit. » Mathieu, leur fils de 12 ans, apparut à son tour, vêtu d'un polo et d'un bermuda, son iPad à la main. « Papa, est-ce qu'on va vraiment passer la nuit en mer? Est-ce qu'on pourra voir les étoiles filantes ?» Laurent ébouriffa les cheveux de son fils. « Absolument. François dit que la météo est parfaite pour observer le ciel cette nuit. » Pendant que la petite famille commençait à profiter de l'apéritif sur le pont, dans les bureaux parisiens de Mercier Transport, l'ambiance était tout autre. Philippe Mercier, principal concurrent de Laurent Dufresne, venait d'apprendre la nouvelle du contrat perdu. Grand sec, les cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, il fixait d'un regard glacial la une du journal économique qui annonçait le partenariat entre Dufresne Logistique et le groupe international. « Comment a-t-il pu nous doubler ?»
siffla-t-il en froissant le journal. Nous avions pourtant proposé des tarifs plus compétitifs. Victor Lemoine, son directeur des opérations, se tenait debout devant lui, mal à l'aise. Il semblerait que ce ne soit pas qu'une question de tarifs, monsieur. Dufresne a développé un nouveau système de traçabilité qui a fait la différence. Et puis, il a cette réputation d'intégrité qui joue en sa faveur. L'intégrité, cracha Mercier avec dédain. Si seulement il savait... Il se leva et s'approcha de la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la Seine. Son empire, bâti sur des décennies de manœuvres douteuses et de compromissions, était menacé par ce contrat qui échappait à son contrôle. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de pouvoir et d'influence. « Où est Dufresne en ce moment » demanda-t-il sans se retourner. « D'après nos informations, il est à Saint-Tropez. Il possède un yacht amarré au port. Il y célèbre probablement sa victoire. » Un rictus déforma le visage de Mercier. Saint-Tropez. Intéressant. Il congédia son directeur d'un geste de la main et s'installa derrière son bureau. Une fois seul, il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. À l'intérieur, des photos de Laurent Dufresne, de sa famille, et des informations détaillées sur ses habitudes. Cette documentation n'avait rien d'innocent. Depuis des années, Mercier faisait surveiller son rival, cherchant la moindre faille pour le faire tomber. Son téléphone sonna. Un numéro masqué. « Oui » répondit-il sèchement. « C'est fait » annonça une voix à l'autre bout de la ligne. « Comme convenu, minuit. »« Parfait » murmura Mercier avant de raccrocher. Il rangea soigneusement le dossier, ferma les yeux un instant, puis sourit. Certains problèmes exigeaient des solutions radicales. Pendant ce temps, à Saint-Tropez, le soleil commençait à descendre vers l'horizon, teintant le ciel de rouge et d'orange. Sur l'horizon, le chef servait les entrées. Caviar d'Aquitaine sur blini tiède. Laurent déboucha une bouteille de cristal Röderer et remplit les flûtes de sa femme et la sienne, tandis que Mathieu se contentait d'un jus de fruits frais. « À la réussite !» lança Élise en levant son verre. « À nous !» répondit Laurent, les yeux brillants. « À notre famille et à tout ce que nous avons construit ensemble. » Ils trinquèrent, savourant ce moment de bonheur parfait, ignorant que quelques heures plus tôt, deux hommes en combinaison de plongée s'étaient glissés sous le yacht pour y fixer un petit boîtier électronique. Sur le quai, Élodie était revenue, attirée par une intuition inexplicable. Assise à l'écart, à demi cachée derrière un conteneur, elle observait le yacht des Dufresne avec une attention particulière. Elle avait vu ces hommes ce matin, leurs gestes furtifs, leurs regards méfiants. Elle avait entendu des bribes de conversation qui l'avaient glacée d'effroi. Mais qui croirait une gamine des rues? Le crépuscule s'installait doucement sur la côte d'Azur. Les lumières de Saint-Tropez commençaient à scintiller, rivalisant avec les premières étoiles. Sur le pont de l'horizon, le dîner se poursuivait dans une atmosphère joyeuse. Laurent racontait à son fils comment, parti de rien, il avait créé sa première entreprise dans un garage. « Le secret, Mathieu, c'est la persévérance, » expliquait-il, « et l'honnêteté. Ne jamais tricher, même quand tout le monde autour de toi semble le faire. » Élise sourit, admirative. C'était cette intégrité qui l'avait séduite il y a 20 ans, quand Laurent n'était encore qu'un jeune entrepreneur ambitieux, mais désargenté. François s'approcha discrètement de la table. « Monsieur Dufresne, nous sommes prêts à appareiller quand vous le souhaiterez. » Laurent consulta sa montre. Presque 20 heures. La nuit serait douce, parfaite pour une sortie en mer. Dans une demi-heure, François. Le temps de finir notre dessert. Le capitaine acquiesça et retourna à ses préparatifs. Laurent se tourna vers sa famille, le cœur rempli de gratitude. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Le succès professionnel, une femme qu'il aimait passionnément, un fils intelligent et sensible. Que demander de plus? C'est alors qu'un mouvement sur le quai attira son attention. Une silhouette familière courait vers le yacht, agitant frénétiquement les bras. « Monsieur Dufresne! Monsieur Dufresne !» criait Élodie, sa voix rendue aiguë par la panique. Laurent fronça les sourcils, surpris par cette irruption. François, qui vérifiait les amarres, intercepta la fillette avant qu'elle ne monte à bord. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Laurent en se levant. « Cette petite dit qu'elle doit vous parler immédiatement, » expliqua François, maintenant fermement Élodie par l'épaule. « Elle prétend que c'est une question de vie ou de mort. » Laurent échangea un regard avec Élise, qui haussa les épaules avec une moue contrariée. Il descendit sur le quai, où Élodie, le visage ruisselant de larmes, tentait de se dégager de l'emprise du capitaine. « Monsieur, vous ne devez pas partir !» s'écria-t-elle dès qu'elle le vit. « Ils ont mis quelque chose sous votre bateau. J'ai vu deux hommes ce matin, ils parlaient d'explosion, de minuteurs.
Laurent sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais la raison reprit rapidement le dessus. « Calme-toi, Élodie. De quoi parles-tu exactement ? Ce matin, très tôt, je dormais près des containers, expliqua-t-elle en parlant si vite que ses mots se bousculaient. J'ai vu 2 hommes en combinaison de plongée. Ils sont sortis de l'eau juste à côté de votre bateau. L'un d'eux a dit « C'est réglé pour minuit, l'explosion ne laissera aucune trace. » J'ai eu peur, je suis parti en courant. Mais quand je vous ai vu tout à l'heure, j'ai compris qu'ils parlèrent de vous. Laurent sentit son cœur s'accélérer. Cette histoire semblait absurde, digne d'un mauvais film d'action. Pourtant, la terreur dans les yeux d'Élodie était bien réelle. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élise qui venait de les rejoindre sur le quai, l'inquiétude creusant son front. « Rien de grave, » répondit Laurent, ne voulant pas l'alarmer. « Élodie a juste une histoire inquiétante à me raconter. »« Une histoire ?» s'indigna la fillette. « Ce n'est pas une histoire. Ils veulent vous tuer. Vous, votre femme et votre fils. » Élise regarda la fillette avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. Cette soirée devait être parfaite, une célébration méritée après des mois de travail acharné. Et voilà qu'une gamine des rues venait tout gâcher avec ses histoires fantaisistes. « Laurent, nous avons un programme, » murmura-t-elle à l'oreille de son mari. « François a prévu un itinéraire pour nous permettre d'observer les étoiles filantes. Mathieu est tellement impatient. » Laurent hésitait. D'un côté, l'histoire d'Élodie semblait sortir tout droit d'un thriller improbable. De l'autre, l'intensité de son regard, la précision de ses détails et sa panique évidente le troublaient profondément. « François, » appela-t-il le capitaine qui se tenait à quelques pas, « pourriez-vous faire une inspection complète du yacht, par mesure de précaution ?» Le capitaine hocha la tête, perplexe mais obéissant. « Bien sûr, monsieur Dufresne, mais je vous assure que j'ai déjà effectué toutes les vérifications de sécurité habituelles ce matin. » « Je sais, François, mais vérifiez à nouveau, s'il vous plaît. En particulier, sous la coque. » Élise soupira bruyamment, ne cachant pas son mécontentement. « Tu ne vas quand même pas prendre au sérieux les divagations de cette enfant? Elle veut probablement juste plus d'argent. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Élodie, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que vous ne montiez pas sur ce bateau. » Laurent posa une main apaisante sur l'épaule de la fillette. « Nous allons vérifier, Élodie. Si tu dis vrai, tu nous auras sauvé la vie. Si tu te trompes, eh bien, nous aurons juste perdu un peu de temps. » François partit inspecter le yacht, accompagné du mécanicien de bord. Pendant ce temps, Laurent invita Élodie à s'asseoir sur un banc du quai, à l'écart d'Élise qui était retournée auprès de Mathieu pour le rassurer. « Raconte-moi exactement ce que tu as vu et entendu, » demanda Laurent d'une voix douce mais ferme. Élodie prit une profonde inspiration. « Je dors souvent près du port, dans un recoin entre les containers. C'est plus sûr que la plage où les policiers me chassent. Ce matin, vers 5 heures, j'ai été réveillé par des bruits. 2 hommes en combinaison noire sortirent de l'eau, juste à côté de votre yacht. L'un d'eux portait un sac. Ils parlaient à voix basse, mais j'ai clairement entendu des mots comme minuteur, explosion, minuit. Ils ont aussi mentionné un nom. Mercier, je crois. » Laurent tressaillit. Mercier. Son principal concurrent, celui qui venait de perdre le contrat à son profit. Était-ce possible? Philippe Mercier était connu pour ses méthodes agressives en affaires, mais de là à organiser un attentat... « As-tu vu leur visage ?» demanda-t-il de plus en plus inquiet. Élodie secoua la tête. Non, ils portèrent des cagoules. Mais l'un d'eux avait un tatouage sur la main, une sorte d'aigle, et ils sont repartis dans une voiture noire, une grosse voiture avec des vitres teintées. Ces détails précis rendaient son récit d'autant plus crédible. Laurent sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Et si Élodie disait vrai? Et si sa famille était réellement en danger? François revint après une vingtaine de minutes, l'air préoccupé mais pas alarmé. « Nous avons tout vérifié, monsieur Dufresne. Les moteurs, les systèmes électriques, les compartiments accessibles, tout est en ordre. »« Et sous la coque ?» insista Laurent. « Nous n'avons pas pu inspecter directement sous la coque sans équipement de plongée, » admit le capitaine. « Mais de ce que nous pouvons voir depuis le bord, tout semble normal. » Élodie se leva d'un bond. « Ils l'ont bien caché. Ils ont dit qu'ils l'avaient de fixé là où personne ne le verrait facilement. » Élise, qui avait rejoint le groupe, leva les yeux au ciel. « Laurent, il se fait tard. Cette histoire n'a aucun sens. Pourquoi quelqu'un voudrait-il nous faire du mal ?» Laurent ne répondit pas immédiatement. L'évocation de Mercier avait fait naître un doute sérieux dans son esprit. Les enjeux du contrat qu'il venait de signer étaient énormes, et la rancœur de son concurrent devait l'être tout autant. « Je vais appeler la police », décida-t-il finalement. « La police ?» s'exclama Élise, incrédule. « Pour une histoire inventée par une gamine. Tu veux vraiment gâcher notre soirée pour ça ?»
Ce n'est qu'un appel, Élise, une simple précaution. Mais la conversation avec la police se révéla aussi frustrante que prévisible. Sans preuves concrètes, et sur la seule base du témoignage d'une enfant des rues, les autorités ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils proposèrent d'envoyer une patrouille dans l'heure, mais sans garantie quant à une inspection approfondie du yacht. Lorsque Laurent raccrocha, le soleil avait presque disparu derrière l'horizon. La mer s'était teintée d'un bleu profond, presque noir, et les lumières de Saint-Tropez brillaient de mille feux. Une soirée qui aurait dû être magique était désormais empreinte d'une tension palpable. « Ils ne vont rien faire, n'est-ce pas ?» demanda Élodie, qui n'avait pas quitté Laurent d'une semelle. « Ils vont envoyer quelqu'un, mais… » Il laissa sa phrase en suspens, conscient de l'inutilité probable de cette visite de routine. Élise s'approcha, visiblement contrariée. « Laurent, nous avons prévu cette soirée depuis des semaines. Mathieu est déçu, il ne comprend pas pourquoi nous restons à quai. Et franchement, moi non plus. » Laurent se sentait tiraillé. D'un côté, la raison lui dictait que cette histoire était absurde. De l'autre, un instinct profond, presque viscéral, lui soufflait qu'Élodie disait peut-être la vérité. « Et si elle avait raison, murmura-t-il à sa femme, si quelque chose arrivait à Mathieu, à toi, je ne me le pardonnerai jamais. » Élise soupira, touchée malgré elle par l'inquiétude sincère de son mari. « D'accord, attendons la police. Mais ensuite, si rien n'est trouvé, nous partons comme prévu. » La tension montait à chaque minute qui passait. Sur le yacht, Mathieu s'impatientait, ne comprenant pas ce retard inexpliqué. François et l'équipage attendaient les instructions, mal à l'aise face à cette situation inhabituelle. Laurent consulta sa montre, 21h15. Où était cette patrouille promise? C'est alors qu'une sensation étrange s'empara de lui. Une intuition, un pressentiment si fort qu'il en eut le souffle coupé. Et si le danger était réel? Et s'il ne pouvait pas se permettre d'attendre la police? Sans prévenir, il retira sa veste et ses chaussures. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Élise, abasourdie. « Je vais vérifier moi-même, » répondit-il, déterminé. « Je suis un bon nageur et j'ai fait de la plongée. Je veux voir ce qu'il y a sous la coque. »« Tu es fou. L'eau est froide, il fait presque nuit. » Mais Laurent ne l'écoutait plus. En quelques secondes, il avait plongé dans les eaux sombres du port. La fraîcheur le saisit immédiatement, mais il l'ignora, concentré sur sa mission. Il nagea jusqu'à l'arrière du yacht et prit une profonde inspiration avant de s'immerger. Sous l'eau, la visibilité était médiocre. Les lumières du port projetaient des halos diffus qui peinaient à percer l'obscurité. Laurent longea la coque, scrutant chaque détail, chaque aspérité. Rien d'anormal sur le côté tribord. Il remonta prendre de l'air, puis plongea à nouveau pour inspecter le côté bâbord. C'est là qu'il le vit. Fixé contre la coque, presque invisible dans la pénombre, un objet qui n'avait rien à y faire, une petite boîte noire avec des fils qui disparaissaient dans un interstice de la coque. Et sur cette boîte, un minuscule écran qui affichait des chiffres 02 37 42, 02 37 41, 02 37 40. Un compte à rebours. Le cœur de Laurent manqua un battement. Élodie avait dit vrai. Quelqu'un avait bien placé un engin explosif sur son yacht, un engin programmé pour exploser à minuit. Il remonta à la surface en un temps record, haletant, le visage déformé par l'horreur de sa découverte. « Il y a une bombe !» hurla-t-il en nageant frénétiquement vers le quai. « Évacuez le yacht immédiatement !» Sur le ponton, Élise porta les mains à sa bouche, sidérée. François, comprenant instantanément la gravité de la situation, se précipita à bord pour faire évacuer Mathieu et le reste de l'équipage. « Appelle la police !» cria Laurent à sa femme, tandis qu'il se hissait hors de l'eau. « Dis-leur qu'il y a un dispositif explosif sur l'horizon. » En quelques minutes, le calme du port de Saint-Tropez fut rompu par une activité frénétique. Les sirènes retentirent au loin, annonçant l'arrivée imminente des forces de l'ordre. Les plaisanciers des yachts voisins, alertés par le tumulte, commencèrent à s'inquiéter. Mathieu, terrorisé, se jeta dans les bras de son père dès qu'il fut descendu du yacht. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tout mouillé? »« Tout va bien, mon chéri, » le rassura Laurent, en le serrant contre lui, malgré ses vêtements trempés. « Nous avons juste un petit problème avec le yacht. La police va s'en occuper. » Élodie se tenait à l'écart, tremblante, soulagée d'avoir été crue à temps, mais terrifiée par la confirmation de ses craintes. Laurent, tout en gardant un bras autour des épaules de son fils, lui fit signe d'approcher. « Tu nous as sauvé la vie, » lui dit-il simplement. « Sans toi, nous serions partis en mer et… » Il n'acheva pas sa phrase, incapable d'exprimer l'horreur du destin qui les aurait attendus. Les premiers policiers arrivèrent, suivis de près par une équipe de démineurs.
Le périmètre fut rapidement sécurisé et les yachts voisins évacués par mesure de précaution. Laurent expliqua la situation aux autorités, n'omettant aucun détail, y compris la mention du nom de Mercier entendu par Élodie. Un officier prit les dépositions de la famille Dufresne et d'Élodie, tandis que les démineurs se préparaient à intervenir. L'opération s'annonçait délicate. L'engin était fixé sous la ligne de flottaison, dans une position difficile d'accès. « Vous avez une idée de qui pourrait vous en vouloir à ce point, monsieur Dufresne ?» demanda le commissaire, un homme robuste aux cheveux grisonnants. Laurent hésita avant de répondre, conscient de la gravité de l'accusation qu'il s'apprêtait à formuler. « J'ai récemment remporté un contrat très important face à mon principal concurrent, Philippe Mercier. Les enjeux financiers sont considérables. Et selon Élodie, les hommes qu'elle a surpris ce matin ont mentionné ce nom. » Le commissaire prit note, son visage restant impassible. « Nous allons enquêter dans cette direction, bien sûr. Mais nous aurons besoin de preuves solides avant de pouvoir agir contre monsieur Mercier. » Pendant ce temps, Élise s'était approchée d'Élodie, qui grelottait dans ses vêtements légers. La nuit était tombée et la température avait considérablement baissé. « Tiens, » dit-elle en lui tendant sa veste, « tu dois avoir froid. » Élodie accepta le vêtement avec surprise, peu habituée à de telles attentions. « Merci, madame. » Élise l'observa un moment, troublée par ce mélange de fragilité et de courage. Cette enfant qu'elle avait d'abord prise pour une menteuse ou une opportuniste venait de sauver sa famille d'une catastrophe. « Comment as-tu eu le courage de venir nous prévenir ?» demanda-t-elle doucement. « Tu aurais pu simplement t'éloigner, ne rien dire. » Élodie haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je vous ai vus tous les trois sur le bateau. Vous aviez l'air si heureux. Et puis monsieur Dufresne a toujours été gentil avec moi. Il me donne parfois à manger, il me parle comme à une vraie personne, pas comme à un chien errant. » Ces paroles simples touchèrent Élise au plus profond d'elle-même. Elle réalisa soudain à quel point leur monde privilégié les avait isolés de la réalité que vivaient des enfants comme Élodie. « Où sont tes parents ?» osa-t-elle demander. Le visage d'Élodie se ferma instantanément. « Ma mère est partie quand j'étais petite, et mon père, il n'est plus là. » Cette réponse évasive cachait visiblement une douleur profonde. Élise n'insista pas, comprenant que ce n'était ni le lieu ni le moment pour de telles confidences. L'attente semblait interminable. Les démineurs travaillaient méthodiquement, communiquant par radio avec leur base. La foule des curieux grossissait derrière les cordons de sécurité, attirés par l'agitation inhabituelle dans ce port habituellement si paisible. Mathieu s'était assis sur un bollard, observant avec fascination les hommes en combinaison spéciale qui s'affairaient autour du yacht. Pour lui, cette soirée prenait des allures d'aventure extraordinaire, bien loin de la croisière contemplative initialement prévue. « Papa ?» appela-t-il soudain. « C'est qui exactement cette fille ?» Laurent suivit le regard de son fils qui pointait vers Élodie, maintenant enveloppée dans la veste trop grande d'Élise. « Elle s'appelle Élodie. Elle vit dans la rue, je crois. Je la croise parfois quand je viens au yacht. Elle n'a pas de maison ?» s'étonna Mathieu pour qui la précarité était un concept abstrait. « Non, apparemment pas. »« Mais c'est horrible. Où est-ce qu'elle dort? Qu'est-ce qu'elle mange ?» Ces questions innocentes, posées avec l'indignation propre à l'enfance, résonnèrent étrangement dans l'esprit de Laurent. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment réfléchi à la situation d'Élodie. Il lui donnait quelques pièces, parfois de la nourriture, et se satisfaisait de cette charité superficielle sans jamais s'interroger sur les conditions réelles de son existence. « Je ne sais pas, Mathieu, » admit-il. « Je ne me suis jamais vraiment posé la question. On pourrait l'inviter à dormir à la maison, » suggéra le garçon avec cette simplicité désarmante qui caractérise l'enfance. « On a plein de chambres vides. » Laurent ne put s'empêcher de sourire face à cette proposition spontanée. « Ce n'est pas si simple, mon chéri. Mais tu as raison sur un point, nous lui devons plus qu'un simple merci. » À 23h12, le chef de l'équipe de déminage s'approcha enfin de Laurent et du commissaire. Son visage grave n'augurait rien de bon. « L'engin a été neutralisé, » annonça-t-il. « Mais je dois vous dire que c'était un dispositif sophistiqué, pas le genre de choses qu'on achète au coin de la rue. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Et s'il avait explosé, demanda Laurent, la gorge serrée, le yacht aurait été pulvérisé, et avec lui, tous ses occupants. À cette heure-ci, en pleine mer, les chances de survie auraient été nulles. » Un silence glacial accueillit cette déclaration. Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine, malgré la couverture que les secouristes lui avaient donnée pour remplacer ses vêtements trempés. L'idée que sa famille ait pu être anéantie en quelques secondes lui donnait la nausée. « Nous avons recueilli suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête criminelle », poursuivit le commissaire Moreau.
Je vais assigner nos meilleurs éléments à cette affaire. En attendant, je vous conseille de prendre des précautions supplémentaires pour votre sécurité. Laurent hocha la tête, encore sous le choc. Merci, commissaire. Nous allons retourner à notre villa pour cette nuit. Je vais vous faire escorter, proposa Moreau. Par mesure de sécurité. Alors que la famille Dufresne se préparait à quitter le port, Laurent chercha Élodie du regard. La fillette se tenait à l'écart, observant l'agitation avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il s'approcha d'elle, suivi par Élise et Mathieu. « Élodie, commença-t-il, cherchant ses mots, « ce que tu as fait ce soir, je n'ai pas de mots assez forts pour te remercier. » La fillette haussa les épaules, embarrassée par cette gratitude. N'importe qui aurait fait pareil. « Non, intervint Élise, avec une émotion sincère dans la voix. N'importe qui n'aurait pas fait ce que tu as fait. Tu as risqué qu'on ne te croie pas, qu'on te rejette, et pourtant, tu as insisté. Sans toi, nous ne serions plus là. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Mathieu, moins inhibé que ses parents, exprima tout haut ce qu'il pensait tout bas. « Tu ne peux pas retourner dormir dehors après nous avoir sauvés, » déclara-t-il avec la logique implacable de l'enfance. « Tu dois venir avec nous. » Élodie écarquilla les yeux, surprise par cette proposition inattendue. « Avec vous? Mais Mathieu a raison, » affirma Laurent après avoir échangé un regard avec sa femme. « Il est hors de question que tu passes une nuit de plus dans la rue, surtout après ce que tu as fait pour nous. Notre villa a plusieurs chambres d'amis. Tu y seras en sécurité, au moins pour cette nuit. Et demain, ajouta Élise, nous pourrons discuter plus calmement de ta situation. » Élodie hésita, méfiante par habitude. La vie dans la rue lui avait appris à se méfier des offres trop belles pour être vraies, mais quelque chose dans le regard de cette famille lui inspira confiance. Et puis, elle était épuisée, terrifiée par les événements de la journée. L'idée d'un lit chaud et d'un toit au-dessus de sa tête était trop tentante pour être refusée. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Merci. » Le trajet jusqu'à la villa des Dufresne se fit dans un silence pesant. La voiture de police les escorta à travers les rues animées de Saint-Tropez, puis sur la route sinueuse qui menait aux collines surplombant la baie. Laurent tenait la main d'Élise, tous deux perdus dans leurs pensées, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qui avait failli se produire. Mathieu, quant à lui, s'était endormi, la tête contre l'épaule d'Élodie qui regardait défiler le paysage avec des yeux émerveillés. La villa était une magnifique bâtisse provençale, entourée d'oliviers et de cyprès, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Lorsqu'ils arrivèrent, Maria, leur gouvernante espagnole, les attendait, alertée par un appel d'Élise. Son visage exprimait l'inquiétude et le soulagement mêlés. « Dio mio !» s'exclama-t-elle en les voyant entrer. « J'ai eu si peur quand madame m'a appelé. Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessée? »« Nous allons bien, Maria, » la rassura Laurent. Grâce à Élodie. Il présenta brièvement la fillette à la gouvernante, expliquant qu'elle resterait avec eux pour la nuit. Maria, habituée à l'ouverture d'esprit de ses employeurs, ne posa pas de questions et proposa immédiatement de préparer une chambre et un repas chaud. « La petite a besoin d'un bain aussi, » remarqua-t-elle avec son pragmatisme habituel. « Et de vêtements propres. » Élise acquiesça. « Je vais m'en occuper. Laurent, pourquoi ne pas appeler ton avocat? Après ce qui vient de se passer, nous aurons besoin de conseils juridiques. » Pendant qu'Élise emmenait Élodie à l'étage pour lui montrer la salle de bain et lui trouver des vêtements propres, Laurent s'isolait dans son bureau pour contacter Maître Leblanc, son avocat et ami de longue date. Mathieu, quant à lui, insista pour aider Maria à préparer un chocolat chaud pour leur invité surprise. Dans la luxueuse salle de bain en marbre, Élodie contemplait avec stupéfaction la baignoire jacuzzi et les multiples flacons de produits de beauté. Élise réglait la température de l'eau, ajoutant des sels de bain parfumés. « Je n'ai jamais vu une salle de bain aussi grande, » murmura Élodie, intimidée par tant de luxe. Élise sourit, touchée par cette remarque qui lui rappelait le gouffre séparant leur réalité quotidienne. « Prends ton temps. Il y a des serviettes propres ici, et je vais te chercher des vêtements. Je pense que ceux de Mathieu devraient aller, même s'ils seront un peu grands. » Laissant Élodie à sa toilette, Élise alla chercher un pyjama, des sous-vêtements neufs et une tenue pour le lendemain. En passant devant le bureau de Laurent, elle entendit sa voix tendue à travers la porte entr'ouverte. « Oui, Jean-Philippe, j'en suis certain, » disait-il. « Mercier est derrière tout ça. Élodie a entendu son nom, et ce n'est pas une coïncidence. Le contrat que je viens de signer représente une perte considérable pour lui, et il a toujours eu la réputation d'un homme sans scrupules. » Élise s'arrêta, troublée par cette conversation.
Elle savait que le monde des affaires pouvait être impitoyable, mais de là à imaginer qu'un rival commercial puisse aller jusqu'à tenter d'éliminer toute une famille. Non, nous ne pouvons pas porter d'accusation publique sans preuve concrète, poursuivait Laurent. Mais j'ai confiance en l'enquête policière, et j'ai un autre élément qui pourrait être crucial. Élodie. À la mention de son nom, Élise tendit davantage l'oreille. Cet enfant est notre témoin principal. Elle a vu les hommes, elle a entendu le nom de Mercier. Mais il y a un problème. Elle vit dans la rue. Elle n'a aucun statut légal, aucune protection. Si Mercier découvre son existence et son rôle dans l'échec de son plan, elle sera en danger. Un silence, puis « exactement ». C'est pourquoi nous pensons, Élise et moi, qu'il faut la garder avec nous, au moins temporairement. Pourrais-tu te renseigner sur les démarches légales nécessaires? Une sorte de tutelle provisoire, peut-être. Élise s'éloigna silencieusement, bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'avait pas réalisé l'ampleur du danger qui menaçait encore Élodie. La décision d'accueillir la fillette, prise sous le coup de l'émotion et de la gratitude, prenait soudain une dimension plus complexe, plus engageante aussi. Dans la chambre de Mathieu, elle choisit soigneusement des vêtements confortables, réfléchissant à cette situation inattendue. Comment une journée qui devait être une simple célébration s'était-elle transformée en un tel bouleversement? Lorsqu'elle revint à la salle de bain avec les vêtements, elle trouva Élodie enveloppée dans une serviette, ses longs cheveux châtains enfin débarrassés de leur saleté, révélant des reflets dorés. Sans la crasse qui couvrait habituellement son visage, la fillette révélait des traits fins, presque délicats, et des yeux d'un vert profond extraordinairement expressifs. « Tu es très jolie, Élodie », dit doucement Élise, surprise par cette métamorphose. La fillette rougit, peu habituée aux compliments. « Merci pour le bain. L'eau était tellement bonne. Tiens, voici des vêtements propres. Ils sont un peu grands, mais ils feront l'affaire pour cette nuit. Demain, nous irons t'acheter ce qu'il te faut. » Élodie ouvrit de grands yeux. « Demain? Mais je pensais que je ne restais que pour cette nuit. » Élise s'assit sur le rebord de la baignoire, choisissant soigneusement ses mots. « Élodie, après ce qui s'est passé ce soir, nous pensons, Laurent et moi, qu'il serait plus prudent que tu restes avec nous quelque temps. Les hommes qui ont posé cette bombe sont toujours en liberté, et tu es la seule à les avoir vus. » La peur traversa le regard de la fillette. Elle n'avait pas pensé à cet aspect des choses. « Tu veux dire qu'il pourrait me chercher? C'est une possibilité que nous ne pouvons pas ignorer, » admit Élise. « Mais ici, avec nous, tu seras en sécurité. Nous avons un système d'alarme sophistiqué, et la police va renforcer les patrouilles dans le secteur. » Élodie digéra cette information en silence, tout en enfilant le pyjama de Mathieu qui flottait sur sa silhouette mince. « Et après ?» demanda-t-elle finalement. « Quand tout sera fini, quand ils auront attrapé ces hommes, qu'est-ce qui se passera pour moi ?» La question était pertinente et révélait une maturité surprenante pour une enfant de cet âge. Élise réalisa qu'elle n'avait pas de réponse toute faite. La vie d'Élodie avant cette nuit était un mystère, et son avenir une page blanche. « Nous en discuterons quand le moment viendra, » répondit-elle prudemment. « Pour l'instant, l'important est que tu sois en sécurité et que tu te reposes. D'accord ?» Élodie hocha la tête, acceptant cette réponse évasive. Au fond, elle n'avait pas vraiment le choix. Lorsqu'elles descendirent au salon, Laurent avait terminé son appel et discutait à voix basse avec Maria. Mathieu, assis sur le canapé, jouait distraitement avec sa tablette. Son visage s'illumina quand il vit Élodie. « Waouh, tu es super jolie sans toute cette saleté !» s'exclama-t-il, avec la franchise déconcertante de l'enfance. « Mathieu !» le réprimanda Élise, gênée par ce manque de tact. Mais Élodie sourit, amusée par cette remarque spontanée. « Merci. C'est vrai que je me sens bizarre toute propre. » Laurent observait la scène avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. La fillette qui se tenait devant lui, propre et vêtue des habits de son fils, semblait tellement vulnérable. Comment avait-elle survécu seule dans les rues de Saint-Tropez? Qui s'était occupé d'elle? Et surtout, que savait-elle exactement sur les hommes qu'elle avait surpris? « Maria a préparé une collation », annonça-t-il en indiquant la table basse où étaient disposés des sandwichs, des fruits et des boissons chaudes. « Vous devez avoir faim après toutes ces émotions. » Ils s'installèrent tous autour de la table, créant un semblant de normalité dans cette soirée chaotique. Mathieu monopolisait la conversation, posant à Élodie une multitude de questions sur sa vie dans la rue, comment elle trouvait à manger, où elle dormait quand il pleuvait. Des questions simples, mais qui touchaient à une réalité douloureuse. Élodie répondait avec un détachement surprenant, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Oui, elle fouillait parfois dans les poubelles des restaurants.
Oui, elle se lavait dans les douches publiques de la plage quand elle n'était pas surveillée. Non, elle n'allait pas à l'école, mais elle savait lire et écrire parce que son père le lui avait appris. « Et tes parents ?» demanda finalement Laurent, posant la question qui lui brûlait les lèvres depuis le début. « Où sont-ils » Le visage d'Élodie se ferma instantanément. « Ma mère est partie quand j'avais 5 ans. Elle a dit qu'elle reviendrait me chercher, mais elle n'est jamais revenue. Et mon père ?» Elle s'interrompit, luttant visiblement contre l'émotion. « Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas, » intervint doucement Élise. « Non, c'est bon, » reprit Élodie après avoir pris une profonde inspiration. « Mon père s'appelait Thomas Rousseau. Il était comptable. Il travaillait pour une grande entreprise à Paris, mais il a été licencié il y a 2 ans. Il disait que c'était parce qu'il avait découvert des choses pas normales dans les comptes. Après ça, on a dû quitter notre appartement parce qu'on ne pouvait plus payer le loyer. On est venus ici parce que mon père avait une petite maison héritée de ses parents. Mais elle était en très mauvais état et puis elle s'arrêta à nouveau, les yeux brillants de larmes contenues. Et puis il est tombé malade, murmura-t-elle, très malade. Il toussait tout le temps, il maigrissait. Mais on n'avait plus d'assurance, plus d'argent pour les médicaments. Un jour, il ne s'est pas réveillé. Un silence pesant accueillit cette révélation. Laurent sentit son cœur se serrer devant tant de souffrance. Quel âge avait Élodie ? 10, 11 ans tout au plus, et elle avait déjà traversé plus d'épreuves que la plupart des adultes. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda-t-il doucement. « Les services sociaux sont venus, » poursuivit Élodie, le regard fixé sur ses mains. « Ils voulaient m'emmener dans un foyer, mais j'ai eu peur. Mon père m'avait toujours dit de me méfier des institutions. Il disait que les gens qui l'avaient fait renvoyer étaient puissants, qu'ils pouvaient avoir des contacts partout. Alors je me suis enfui. Je vis dans la rue depuis environ 6 mois. Et la maison de ton père ? S'enquit Élise. Tu ne pouvais pas y rester ? Elle a été vendue pour payer les dettes, expliqua Élodie avec une résignation qui faisait mal à entendre. De toute façon, elle tombait en ruine. Laurent échangea un regard avec sa femme. Cette histoire était tragique, mais quelque chose le troublait profondément. « Élodie, dit-il avec précaution, tu as dit que ton père travaillait pour une grande entreprise à Paris et qu'il a été licencié pour avoir découvert des irrégularités dans les comptes. Te souviens-tu du nom de cette entreprise ?» La fillette fronça les sourcils, faisant un effort de mémoire. « Je crois que c'était Mercier et quelque chose. Mercier et Transport, peut-être. » Le choc fit presque tomber Laurent de sa chaise. Mercier et Transport. La société de Philippe Mercier, son principal concurrent, celui qu'il soupçonnait d'avoir orchestré l'attentat de ce soir. « Es-tu sûr de ce que tu avances ?» insista-t-il, le cœur battant à tout rompre. « Oui, j'en suis certaine, » affirma Élodie. « Mon père en parlait souvent. Il disait que M. Mercier était un homme dangereux, qu'il falsifiait ses résultats pour payer moins d'impôts et qu'il corrompait des fonctionnaires pour obtenir des marchés publics. » Un silence stupéfait s'abattit sur le salon. Laurent fixait Élodie avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Élise, comprenant que la situation venait de prendre une tournure encore plus complexe, posa une main apaisante sur l'épaule de son mari. « Laurent, » murmura-t-elle, « je crois que nous devrions en parler plus tard. » Élodie est épuisée, et Mathieu aussi. Laurent cligna des yeux comme sortant d'une transe. « Oui, tu as raison, » concéda-t-il. « Il est tard et nous avons tous besoin de repos. » Mathieu protesta pour la forme, mais ses paupières lourdes trahissaient sa fatigue. Maria proposa de montrer à Élodie sa chambre et de lui préparer ce dont elle pourrait avoir besoin pour la nuit. La fillette suivit la gouvernante à l'étage, jetant un dernier regard perplexe vers Laurent, consciente que ces révélations avaient eu un impact considérable. Une fois les enfants couchés, Laurent et Élise se retrouvèrent dans le bureau, porte close. Le visage de Laurent était grave, ses traits tirés par le stress et l'incrédulité. « C'est impossible », murmura-t-il en se servant un verre de cognac. Une telle coïncidence défie l'entendement. Élise s'assit sur le canapé en cuir, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Récapitulons. Élodie est la fille d'un ancien comptable de Mercier qui aurait découvert des malversations. Il est licencié, tombe dans la précarité, puis décède, laissant sa fille seule. Cette même enfant se retrouve par hasard à Saint-Tropez, te croise régulièrement, puis sauve notre famille d'un attentat probablement commandité par ce même Mercier. Ça semble tiré par les cheveux, admit Laurent, en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Et pourtant, les faits sont là, compléta Élise. La question est, pourquoi Mercier s'en prendrait-il à nous maintenant? Le contrat que tu viens de signer est important, certes, mais de là à commettre un crime aussi grave. Laurent s'approcha de la fenêtre,
contemplant les lumières de Saint-Tropez qui scintillaient au loin. Ce n'est peut-être pas seulement une question de concurrence commerciale. Et si Mercier craignait que je découvre ses activités frauduleuses, que je reprenne le flambeau là où Thomas Rousseau l'avait laissé? Mais comment le pourrait-il? Tu n'as jamais eu accès à ses comptes. Non, mais Élodie a dit que son père gardait des documents. Peut-être que Mercier craignait qu'elle ne les remette à quelqu'un comme moi, capable de les utiliser contre lui. Élise frissonna, saisissant toute l'ampleur de la situation. Tu penses qu'il savait qu'Élodie était en contact avec toi? C'est possible. Saint-Tropez est petit, les rumeurs circulent vite, et Mercier a certainement des informateurs partout. Il a pu apprendre que la fille de Thomas Rousseau traînait régulièrement autour de mon yacht, que je lui parlais, que je lui donnais de l'argent. Dans son esprit paranoïaque, cela a pu ressembler à une menace. Mais c'est insensé. Tu ne connaissais même pas le lien entre Élodie et Mercier avant ce soir. La paranoïa n'a pas besoin de faits, seulement de suspicions, répondit Laurent en terminant son verre. Et maintenant, que faisons-nous? Élise réfléchit un moment avant de répondre. D'abord, nous protégeons Élodie. Ensuite, nous collaborons pleinement avec la police. S'il existe des preuves contre Mercier, elles doivent être trouvées et utilisées. Non seulement pour notre sécurité, mais aussi pour rendre justice à Thomas Rousseau. Laurent acquiesça, admirant comme toujours le pragmatisme et la clarté d'esprit de sa femme. Je vais appeler le commissaire Moreau dès demain matin pour lui faire part de ces nouvelles informations. Et je demanderai à Jean-Philippe d'accélérer les démarches pour obtenir une forme de tutelle temporaire sur Élodie. Crois-tu qu'elle sache où sont ces fameux documents dont parlait son père? Possible. Nous lui poserons la question demain, quand elle sera reposée. Laurent s'interrompit, pensif. Mais même sans ces documents, son témoignage sur ce qu'elle a entendu ce matin au port est déjà crucial. Ils discutèrent encore quelques minutes des mesures de sécurité à prendre dans l'immédiat, puis décidèrent de se coucher, épuisés par cette journée éprouvante. Avant de rejoindre leur chambre, ils passèrent discrètement devant celle d'Élodie. La porte était entr'ouverte, et ils purent distinguer la silhouette menue de la fillette profondément endormie dans le grand lit à baldaquin. Dans son sommeil, elle semblait enfin apaisée, loin des dangers et des privations de sa vie dans la rue. « Elle est si jeune », murmura Élise, émue, « et elle a déjà traversé tant d'épreuves. » Laurent serra la main de sa femme dans la sienne. « Nous allons l'aider, je te le promets. » Au petit matin, un rayon de soleil filtra à travers les volets de la chambre d'Élodie, la tirant doucement du sommeil. Pendant quelques secondes, elle fut désorientée, ne reconnaissant ni le lit moelleux dans lequel elle était allongée, ni la grande pièce lumineuse aux murs couleur lavande. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire, l'attentat déjoué, le yacht qui aurait dû exploser en mer, et cette famille qui l'avait accueillie chez elle. Elle se redressa, observant avec curiosité cette chambre plus grande que l'appartement entier où elle avait vécu avec son père à Paris. Sur une chaise près du lit, quelqu'un, probablement Maria, avait déposé des vêtements propres, un jean, un t-shirt et un sweat à capuche qui semblaient neufs. À côté, une paire de baskets blanches, encore dans leur boîte. Élodie s'habilla rapidement, surprise de constater que les vêtements étaient parfaitement à sa taille. Elle enfila les baskets, savourant la sensation de confort qu'elle procurait à ses pieds, habituée aux chaussures usées et trop petites. Un coup d'œil dans le miroir en pied lui renvoya l'image d'une fille qu'elle avait presque oubliée. Propre, bien habillée, presque normale. Hésitante, elle sortit de la chambre et se dirigea vers l'escalier, guidée par l'odeur de pain grillé et de café qui montait du rez-de-chaussée. Dans la cuisine baignée de lumière, elle trouva Élise et Mathieu, attablés devant un petit déjeuner copieux. Laurent, déjà habillé pour le bureau dans un costume bleu marine élégant, parlait au téléphone près de la baie vitrée qui donnait sur la terrasse. « Ah, Élodie, bonjour !» l'accueillit Élise avec un sourire chaleureux. « As-tu bien dormi ?»« Comme jamais », avoua la fillette en s'approchant timidement. « Merci pour les vêtements. Comment avez-vous su ma taille ?» Maria est passée chez un ami qui tient une boutique en ville très tôt ce matin. Elle a un bon œil pour ces choses-là. « Assieds-toi et sers-toi. Il y a des croissants, des œufs, du jambon, des fruits. » Mathieu, la bouche pleine de céréales, lui fit un signe enthousiaste de la main. « Les croissants sont super bons », commenta-t-il une fois qu'il eut avalé. Maria les a fait livrer de la meilleure boulangerie de Saint-Tropez. Élodie s'installa à table, un peu intimidée par cette abondance. Elle se servit modestement un croissant et un verre de jus d'orange, n'osant pas prendre davantage, malgré son estomac, qui criait famine. « N'hésite pas à te resservir », l'encouragea Élise en remarquant sa retenue.
Il y en a largement assez pour tout le monde. Laurent raccrocha et les rejoignit à table, son visage trahissant une certaine tension malgré son sourire. « Bonjour, Élodie. Ces vêtements te vont très bien. Merci, monsieur Dufresne, c'est vraiment gentil de votre part. Je t'en prie, appelle-moi Laurent, et tutoie-moi, d'accord ?» Il se servit une tasse de café, l'esprit visiblement préoccupé. « J'ai parlé au commissaire Moreau. La police a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Ils vont venir ici dans la matinée pour prendre ta déposition officielle, Élodie. » La fillette pâlit légèrement. « Je vais devoir leur raconter tout ce que j'ai vu et entendu ? » « Oui, mais ne t'inquiète pas. Élise et moi serons présents, et l'officier qui viendra est spécialisé dans les témoignages d'enfants. Il sait comment procéder sans te mettre mal à l'aise. » Élodie hocha la tête, résignée mais anxieuse. Elle n'avait jamais eu affaire à la police, et l'idée de devoir parler à des officiers l'intimidait considérablement. « Il y a autre chose dont nous devons discuter, » poursuivit Laurent, en échangeant un regard avec sa femme. « Hier soir, tu nous as parlé de ton père et de son travail chez Mercier Transport. Tu as mentionné qu'il avait découvert des irrégularités dans les comptes. »« Oui, » confirma Élodie, surprise par ce changement de sujet. « Il disait que M. Mercier fraudait le fisc et corrompait des gens. Ton père avait-il gardé des documents, des preuves de ce qu'il avançait ?» Élodie hésita, soudain méfiante. Son père l'avait toujours mise en garde contre les questions trop précises concernant son ancien travail. « Pourquoi vous voulez savoir ça ?» Laurent comprit immédiatement qu'il avait été trop direct. « Excuse-moi, Élodie. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. C'est juste que si ton père avait des preuves contre Mercier, et si Mercier est bien derrière l'attentat d'hier soir, ces documents pourraient être cruciaux pour l'enquête. Ils pourraient nous aider à comprendre pourquoi il a agi ainsi et surtout à prouver sa culpabilité. » La fillette baissa les yeux vers son croissant à peine entamé. « Papa avait une clé USB, » dit-elle finalement à voix basse. Il la gardait toujours sur lui, dans une pochette autour de son cou. Il disait que c'était son assurance-vie, que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais la remettre à un journaliste ou à un policier de confiance. Le cœur de Laurent s'accéléra. « Et sais-tu où est cette clé USB maintenant ?»« Je l'ai toujours, » répondit Élodie en plongeant la main sous son t-shirt pour en extraire une fine chaîne en argent. Au bout pendait une petite clé USB noire, si ordinaire qu'elle passerait inaperçue aux yeux de la plupart des gens. Je ne m'en sépare jamais. C'est la dernière chose que j'ai de mon père. » Laurent et Élise échangèrent un regard stupéfait. Cette petite clé pourrait contenir les preuves nécessaires pour faire tomber Mercier, non seulement pour l'attentat, mais aussi pour ses malversations financières. « Élodie, » dit doucement Laurent, « serais-tu d'accord pour que nous regardions ce qu'il y a sur cette clé ? Cela pourrait être très important pour l'enquête. » La fillette hésita longuement, tiraillée entre la promesse faite à son père et la confiance naissante qu'elle éprouvait envers les Dufresne. Finalement, elle retira la chaîne de son cou et la tendit à Laurent. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais je veux être là quand vous regarderez. »« C'est à mon père et c'est à moi maintenant. »« Bien sûr, » acquiesça Laurent en prenant délicatement la clé USB. « Nous la consulterons ensemble après le petit déjeuner. » Mathieu, qui avait suivi l'échange avec une curiosité grandissante, intervint soudain. « Alors tu es comme une détective, avec des preuves secrètes et tout. C'est trop cool. » Cette remarque naïve fit sourire Élodie malgré la gravité de la situation. « Pas vraiment. Je ne savais même pas ce qu'il y avait sur cette clé. Papa m'avait juste dit de ne jamais la perdre et de la donner à quelqu'un de confiance si nécessaire. »« Et tu nous fais confiance ?» demanda Mathieu, les yeux brillants. Élodie réfléchit un instant avant de répondre. « Vous m'avez accueilli chez vous quand vous ne me connaissiez même pas. Alors oui, je crois que je vous fais confiance. » Ces paroles simples mais sincères touchèrent profondément Laurent et Élise. Ils réalisaient peu à peu que cet enfant, malgré son jeune âge et les épreuves qu'elle avait traversées, possédait une force de caractère et une maturité exceptionnelles. Après le petit déjeuner, ils se rendirent tous les quatre dans le bureau de Laurent. Un grand iMac trônait sur un bureau en bois massif, entouré d'étagères remplies de livres et de dossiers soigneusement rangés. Laurent alluma l'ordinateur et inséra la clé USB dans un port. Une fenêtre s'ouvrit, révélant une série de dossiers numérotés. Laurent cliqua sur le premier, intitulé « Lire en premier ». Un document texte apparut à l'écran, contenant ce qui semblait être une lettre. « À qui de droit ?» commença Laurent à voix haute. « Je m'appelle Thomas Rousseau, ancien chef comptable chez Mercier Transport. Si vous lisez ceci, c'est probablement que je ne suis plus en mesure de défendre moi-même la vérité. Les documents contenus dans cette clé USB constituent les preuves de malversation financière systématique orchestrée par Philippe Mercier
sur une période de plus de 5 ans. La lettre se poursuivait, détaillant méthodiquement les fraudes fiscales, les détournements de fonds, les fausses factures et les pots de vin versés à des fonctionnaires pour obtenir des marchés publics. Thomas Rousseau expliquait comment il avait découvert ces irrégularités, comment il avait tenté d'alerter sa hiérarchie et comment il avait été brutalement licencié sous un prétexte fallacieux. « J'ai été menacé », continuait la lettre. « On m'a clairement fait comprendre que si je parlais, ma vie et celle de ma fille seraient en danger. Mais je ne peux pas vivre avec le poids de ce silence. Ces documents sont mon témoignage et mon héritage. J'espère qu'ils parviendront entre les mains de personnes intègres qui sauront en faire bon usage. » Laurent termina la lecture, bouleversé par la détresse et le courage qui émanaient de ces lignes. Élise avait posé une main sur l'épaule d'Élodie qui fixait l'écran sans mot dire, les yeux brillants de larmes contenues. « Les autres dossiers, murmura-t-elle finalement. Qu'est-ce qu'ils contiennent ?» Laurent ouvrit successivement les différents fichiers. Il y avait des tableaux financiers annotés, des copies de factures falsifiées, des enregistrements audio de conversations compromettantes et même des photos de Philippe Mercier en compagnie de personnes identifiées comme des fonctionnaires corrompus. Le tout formait un dossier accablant, méticuleusement organisé par Thomas Rousseau avant sa disparition. « C'est extraordinaire », souffla Laurent. « Ton père a réalisé un travail d'investigation remarquable. Ces documents pourraient non seulement faire tomber Mercier, mais aussi révéler tout un système de corruption. » Élodie observait l'écran avec une expression indéchiffrable. « Papa disait toujours que la vérité finit par éclater, même si ça prend du temps. Il me répétait que l'honnêteté était la seule chose que personne ne peut nous enlever. Ton père était un homme courageux et intègre, affirma Laurent en posant une main sur l'épaule de la fillette. Et nous allons faire en sorte que son travail n'ait pas été vain. » La sonnette de la villa retentit à 10 heures précises. Maria alla ouvrir et revint accompagnée du commissaire Moreau et d'une femme élégante d'une 40aine d'années qui se présenta comme le lieutenant Delacroix, spécialisé dans les témoignages d'enfants. Laurent avait déjà fait une copie du contenu de la clé USB et préparé un dossier à remettre aux policiers. « Bonjour, Élodie », dit le lieutenant Delacroix en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Je m'appelle Sophie. Je suis là pour t'écouter et prendre note de ce que tu as vu et entendu hier au port. Tu n'as pas à avoir peur, ce n'est qu'une conversation. » Élodie hocha la tête, rassurée par la douceur de cette femme. « D'accord. Nous pouvons utiliser mon bureau, » proposa Laurent. « C'est calme et personne ne vous dérangera. » Pendant que le lieutenant Delacroix s'isolait avec Élodie, Laurent remit au commissaire Moreau la copie des documents trouvés sur la clé USB, lui expliquant leur provenance et leur importance potentielle pour l'enquête. « Ces documents pourraient établir un mobile, » expliqua-t-il. « Si Mercier est derrière l'attentat, c'est peut-être parce qu'il craignait que la fille de Thomas Rousseau, en me fréquentant, ne finisse par me transmettre ses preuves. » Le commissaire parcourut rapidement quelques fichiers sur sa tablette, son visage trahissant sa stupéfaction devant l'ampleur des révélations. « C'est explosif, » admit-il. « Si ces documents sont authentiques, nous parlons non seulement d'une tentative d'homicide, mais aussi d'un réseau de corruption à grande échelle. »« Ils sont authentiques, » affirma Laurent. Thomas Rousseau était méticuleux. Il a tout daté, tout référencé. Et certains enregistrements audio sont particulièrement accablants. « Nous allons devoir procéder avec une extrême prudence, » réfléchit le commissaire. « Mercier a des relations haut placées. Si nous voulons le coincer, notre dossier doit être inattaquable. » Élise, qui avait suivi la conversation, intervint. « Et que devient Élodie dans tout ça? Elle est témoin dans une affaire criminelle et détentrice de preuves compromettantes. Elle est en danger. »« Nous en sommes conscients, Madame Dufresne, » assura Moreau. « Des mesures de protection seront mises en place. En attendant, gardez-la ici, dans votre villa. C'est probablement l'endroit le plus sûr pour elle en ce moment. » « Et pour le long terme, » insista Élise. « Cette enfant est orpheline. Elle vivait dans la rue. On ne peut pas la renvoyer à cette existence une fois l'enquête terminée. Les services sociaux seront informés de sa situation, » répondit le commissaire avec une hésitation perceptible. « Les services sociaux ?» Laurent secoua la tête. « Elle s'est enfuie la dernière fois qu'ils ont voulu la prendre en charge. Et après ce qu'elle a fait pour nous, nous ne pouvons pas simplement la confier au système. » Élise posa une main sur le bras de son mari, partageant silencieusement ses préoccupations. « Nous avons contacté notre avocat hier soir, » expliqua-t-elle au commissaire. « Nous souhaitons obtenir une forme de tutelle temporaire sur Élodie, au moins jusqu'à la résolution de cette affaire. » Moreau hocha la tête, comprenant la démarche. « Je ne peux rien vous promettre,
Mais je peux certainement appuyer votre demande auprès du juge des enfants. Votre statut de victime dans cette affaire et le rôle d'Élodie dans votre sauvetage joueront en votre faveur. » Leur conversation fut interrompue par le retour du lieutenant Delacroix et d'Élodie. La fillette semblait fatiguée, mais soulagée d'avoir terminé son témoignage. « Élodie a été remarquablement précise et cohérente », commenta le lieutenant avec un sourire approbateur. « Son témoignage sera très utile pour l'enquête. »« Bravo, Élodie », la félicita Élise en lui offrant un verre de jus de fruits. « Je sais que ce n'était pas facile. » La fillette haussa les épaules, feignant l'indifférence malgré la fierté qui brillait dans ses yeux. « J'ai juste dit ce que j'avais vu et entendu. Et c'est exactement ce dont nous avions besoin, » affirma le commissaire Moreau. « Maintenant, nous allons retourner au commissariat pour analyser ces documents et poursuivre notre enquête. Un agent en civil restera posté devant votre villa pour assurer votre sécurité. » Après le départ des policiers, un calme relatif s'installa dans la maison. Maria préparait le déjeuner, tandis que Mathieu proposait à Élodie de lui montrer sa collection de jeux vidéo. Laurent et Élise en profitèrent pour s'isoler sur la terrasse, contemplant la mer qui s'étendait à perte de vue, scintillante sous le soleil méditerranéen. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Élise, perplexe face à cette situation inattendue. Laurent soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas exactement. L'enquête va suivre son cours, mais ça pourrait prendre des semaines, voire des mois, avant que Mercier ne soit officiellement inculpé. »« Je parlais d'Élodie, » précisa Élise avec douceur. « Que va-t-elle devenir ?» Laurent observa sa femme, surpris par cette question qui suggérait une préoccupation allant au-delà de l'immédiat. « Tu t'es attaché à elle, n'est-ce pas ?»« Pas toi ?» rétorqua Élise avec un demi-sourire. « Cette enfant a vécu l'enfer, Laurent. Elle a perdu ses parents, vécu dans la rue, et pourtant elle a gardé cette lumière en elle, cette intégrité. Elle nous a sauvé la vie sans rien attendre en retour. Comment ne pas s'attacher à elle ?» Laurent prit la main de sa femme dans la sienne, touché par son émotion. « Je ressens la même chose, » admit-il. « Quand je la regarde, je vois non seulement la fille qui nous a sauvés, mais aussi une enfant extraordinaire qui mérite une chance dans la vie. Une vraie chance. »« Tu penses à l'adoption ?» demanda Élise, osant exprimer tout haut ce qu'ils commençaient tous deux à envisager. « C'est peut-être prématuré, » tempéra Laurent. « Mais oui, j'y pense. Cependant, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Nous devons d'abord nous assurer que c'est ce qu'Élodie souhaite aussi. Et puis il y a Mathieu à considérer. »« Mathieu l'adore déjà, » sourit Élise. « Il n'a jamais eu de frère ou de sœur et il semble tellement heureux d'avoir quelqu'un avec qui jouer. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Laurent. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. « Laurent Dufresne, » répondit-il, méfiant. « Dufresne, c'est Mercier. » La voix au téléphone était froide, contrôlée, mais Laurent pouvait y déceler une tension sous-jacente. « J'ai appris pour votre incident au port. Quel dommage que vous n'ayez pas pu profiter de votre croisière. » Laurent sentit son sang se glacer dans ses veines. L'audace de cet homme était stupéfiante. « Que voulez-vous, Mercier ? Simplement prendre de vos nouvelles, entre collègues, et vous féliciter pour votre contrat récent. Une belle réussite, vraiment. Épargnez-moi votre hypocrisie, » trancha Laurent, la colère montant en lui. « Nous savons tous les deux que vous n'appelez pas par courtoisie. » Un court silence à l'autre bout de la ligne, puis « Vous avez raison, allons droit au but. J'ai cru comprendre que vous hébergez actuellement une certaine Élodie Rousseau. Une coïncidence intéressante, n'est-ce pas ?» Laurent se raidit, alarmé par le fait que Mercier connaisse déjà la présence d'Élodie chez eux. Ces informateurs étaient manifestement efficaces. « Ce n'est pas une coïncidence, » répliqua-t-il froidement. « C'est elle qui nous a alertés de la bombe placée sur notre yacht. » « Une bombe que vous avez fait poser, Mercier. » Un rire sec résonna dans le combiné. « Quelles accusations fantaisistes. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Je vous conseille d'être prudent, Dufresne. La diffamation est un délit grave. »« Nous avons bien plus que vous ne l'imaginez, » affirma Laurent, décidant de jouer carte sur table. « Nous avons le témoignage d'Élodie sur les hommes qu'elle a vus et entendus au port. Et nous avons aussi les documents que son père a rassemblés avant sa mort, ceux qui détaillent vos fraudes fiscales, vos corruptions, vos malversations. Thomas Rousseau était méticuleux, Mercier. Il a tout consigné, tout enregistré. Cette fois, le silence qui suivit fut plus long, plus lourd. Quand Mercier reprit la parole, sa voix avait perdu de son assurance. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas à l'innocent. La police a une copie de tous ces documents. Ils vont analyser chaque ligne, chaque chiffre, chaque enregistrement. Votre empire est en train de s'effondrer, Mercier.
Vous faites une grave erreur, Dufresne, siffla Mercier, abandonnant toute prétention de cordialité. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Au contraire, je le sais parfaitement, à un criminel qui a tenté de tuer ma famille, à un homme qui a détruit la vie de Thomas Rousseau et laissé sa fille à l'abandon. Votre règne touche à sa fin, Mercier. Laurent raccrocha, le cœur battant mais l'esprit étrangement clair. Il se tourna vers Élise, qui avait suivi la conversation avec une inquiétude grandissante. « Il sait pour Élodie », murmura-t-elle, alarmée. « Comment est-ce possible? Il a des informateurs partout », répondit Laurent en composant rapidement le numéro du commissaire Moreau. « Nous devons renforcer la sécurité immédiatement. » Les heures qui suivirent furent tendues. Le commissaire envoya 2 agents supplémentaires pour surveiller la villa et Laurent activa toutes les mesures de sécurité disponibles. Alarmes, caméras, verrouillage électronique des portes et fenêtres. Il annula également tous ses rendez-vous professionnels pour les jours à venir, préférant rester auprès de sa famille. Malgré ces précautions, l'atmosphère dans la maison restait lourde. Élodie, sentant la tension ambiante, était devenue silencieuse et renfermée. Assise sur la terrasse, elle contemplait l'horizon, perdue dans ses pensées. C'est là que Mathieu la rejoignit, déterminé à lui remonter le moral. « Tu veux jouer à la console ?» proposa-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai un nouveau jeu super cool. » Élodie secoua la tête. « Pas maintenant, merci. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» insista Mathieu, percevant sa tristesse. « Tu as peur de ce méchant homme. Papa dit qu'il ne peut pas nous atteindre ici. » Un sourire triste effleura les lèvres d'Élodie. « Ce n'est pas ça. C'est juste que je me demande ce qui va se passer après, quand toute cette histoire sera terminée. »« Comment ça ? » ?»« Eh bien, votre famille va reprendre sa vie normale. Et moi, je retournerai probablement dans un foyer ou dans une famille d'accueil. » Mathieu fronça les sourcils, manifestement contrarié par cette perspective. « Mais pourquoi tu ne resterais pas avec nous? On a plein de place. Et puis tu es cool, comme une grande sœur. » Ces paroles innocentes touchèrent Élodie en plein cœur. Une grande sœur. Jamais elle n'aurait imaginé pouvoir tenir ce rôle pour quelqu'un. « Ce n'est pas si simple, Mathieu, » soupira-t-elle. « Tes parents ont leur vie et je ne fais pas partie de votre famille. »« Ça pourrait changer, » affirma le garçon avec une assurance déconcertante. « Je les ai entendus parler tout à l'heure. Ils veulent que tu restes. Tu as écouté leur conversation ?» s'étonna Élodie, partagée entre l'amusement et la réprobation. « Pas exprès, » se défendit Mathieu. « J'allais aux toilettes et ils parlaient sur la terrasse. J'ai entendu maman dire qu'elle s'était attachée à toi et papa aussi. Ils ont même parlé d'adoption. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Adoption. Ce mot résonnait en elle comme une promesse presque trop belle pour être vraie. Avoir une famille à nouveau, un foyer stable, des personnes qui se soucieraient d'elle, c'était un rêve qu'elle avait abandonné depuis la mort de son père. « Ils ne m'en ont pas parlé, » murmura-t-elle, n'osant pas y croire. « Ils le feront ?» affirma Mathieu avec conviction. « Ils attendent juste le bon moment. Mais je suis sûr qu'ils le veulent vraiment. Et moi aussi. » Avant qu'Élodie puisse répondre, Laurent apparut sur la terrasse, le visage grave mais déterminé. « Élodie, Mathieu, rentrez à l'intérieur, s'il vous plaît. Le commissaire Moreau vient de m'appeler. Ils ont arrêté les 2 hommes que tu as vus au port, Élodie. Ils ont avoué avoir posé la bombe sur ordre de Mercier. »« Ils l'ont attrapé alors ?» demanda Élodie, une lueur d'espoir dans les yeux. « Pas encore, » admit Laurent. « Mais c'est imminent. Mercier est actuellement retranché dans ses bureaux parisiens, entouré d'avocats. La police financière a commencé à examiner les documents de ton père, et les premières constatations confirment toutes ces accusations. » Élodie hocha la tête, un mélange complexe d'émotions traversant son visage juvénile. Soulagement, tristesse, et peut-être même une pointe de fierté pour son père dont le travail allait enfin porter ses fruits. « Mercier va payer pour ce qu'il a fait, » promit Laurent en posant une main rassurante sur l'épaule de la fillette. « À toi, à ton père, et à toutes ces autres victimes. Justice sera rendue. » Et après, osa demander Élodie, son regard croisant celui de Mathieu, qui lui adressait un sourire encourageant. Laurent s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, comprenant la profonde inquiétude qui se cachait derrière cette simple question. « Après, Élodie, c'est à toi de décider. Mais sache que notre porte te sera toujours ouverte. Toujours. » 3 jours s'écoulèrent dans une atmosphère de vigilance tendue. La villa des Dufresne était devenue une forteresse surveillée en permanence par des policiers en civil. Les nouvelles arrivaient au compte-gouttes. L'enquête progressait. Les complices de Mercier tombaient les uns après les autres. Mais l'homme lui-même restait introuvable. Selon les dernières informations, il aurait quitté précipitamment ses bureaux parisiens juste avant l'arrivée de la police financière, abandonnant derrière lui
ordinateur et documents. Malgré cette situation oppressante, une routine apaisante s'était instaurée dans la maison. Élodie s'intégrait progressivement à la vie familiale, découvrant avec émerveillement les petits rituels quotidiens qui constituaient le ciment d'un foyer stable. Les repas pris ensemble, les discussions animées autour de la table, les soirées cinéma blotties sur le canapé. Mathieu l'avait prise sous son aile, lui montrant ses jeux, ses livres, ses trésors d'enfants privilégiés, sans jamais montrer la moindre jalousie ou possessivité. Ce matin-là, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, Laurent reçut un appel du commissaire Moreau. La conversation fut brève mais intense. Lorsqu'il raccrocha, son visage exprimait un mélange de soulagement et de gravité. « Ils ont retrouvé Mercier », annonça-t-il en rejoignant sa femme. Il tentait de fuir vers la Suisse. Sa voiture a été interceptée à la frontière il y a 1 heure. Élise laissa échapper un long soupir. « C'est fini alors ?»« Presque. L'enquête va se poursuivre. Mais Mercier est sous les verrous, et les preuves contre lui sont accablantes. Les documents d'Élodie ont ouvert une véritable boîte de Pandore. Ce n'est plus seulement une affaire de tentative d'homicide, mais un scandale financier qui éclaboussera probablement plusieurs personnalités importantes. Élodie doit être informée, murmura Élise. C'est avant tout son combat, celui de son père. Laurent acquiesça, profondément ému par cette réflexion. En quelques jours à peine, cet enfant était devenu bien plus qu'une simple protégée temporaire. Elle avait trouvé sa place dans leur foyer, dans leur cœur, avec une facilité déconcertante. Ils montèrent ensemble à l'étage, où Élodie et Mathieu étaient encore endormis. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte, et ils purent apercevoir la silhouette menue d'Élodie, paisiblement allongée dans le grand lit à baldaquin. Laurent frappa doucement, ne voulant pas l'effrayer. « Élodie, tu es réveillée ?» La fillette s'étira comme un chat ouvrant lentement les yeux. Pendant une fraction de seconde, son regard exprima la confusion, comme si elle s'étonnait encore de se réveiller dans un lit confortable plutôt que dans son abri de fortune entre les containers du port. Puis, la reconnaissance illumina son visage. « Bonjour » murmura-t-elle en se redressant. « Il est quelle heure ?»« Presque 9 heures, » répondit Élise avec un sourire. « Nous avons des nouvelles importantes à te partager. Habille-toi et rejoins-nous en bas pour le petit déjeuner, d'accord ?» 20 minutes plus tard, la famille était réunie autour de la table de la cuisine. Maria avait préparé des crêpes et l'odeur délicieuse flottait dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse malgré la gravité du moment. Laurent attendit qu'Élodie ait pris place et se soit servie avant de parler. « Mercier a été arrêté ce matin », annonça-t-il simplement. Il tentait de fuir le pays, mais la police l'a intercepté à la frontière suisse. Élodie resta immobile, sa fourchette suspendue en l'air comme figée par cette nouvelle. Une myriade d'émotions traversa son visage, soulagement, incrédulité et une forme de tristesse inattendue. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Oui », confirma Laurent. « Grâce à toi, Élodie. Grâce à ton courage, à ta vigilance et grâce aux documents que ton père avait rassemblés. Mercier va être jugé non seulement pour la tentative d'attentat contre nous, mais aussi pour toutes ces malversations financières. Ton père avait raison depuis le début, et maintenant, tout le monde le saura. » Une larme solitaire roula sur la joue d'Élodie. « Papa serait content, » murmura-t-elle. Il répétait toujours que la vérité finit par triompher, même si ça prend du temps. « Ton père était un homme remarquable, » affirma Élise en posant une main sur celle de la fillette. « Et tu lui ressembles beaucoup. Cette même intégrité, ce même courage. » Mathieu, qui avait suivi l'échange avec une attention intense, malgré son jeune âge, intervint avec la franchise désarmante de l'enfance. « Alors maintenant, Élodie va rester avec nous pour toujours, n'est-ce pas ?» Un silence gêné suivit cette question. Laurent et Élise échangèrent un regard, conscients que le moment qu'ils avaient anticipé était arrivé plus tôt que prévu. « C'est justement de cela que nous voulions te parler, Élodie, » commença Laurent avec précaution. « Maintenant que Mercier est arrêté, tu n'es plus en danger immédiat. Légalement, tu devrais être confié aux services sociaux qui te placeraient probablement dans un foyer ou une famille d'accueil. » Le visage d'Élodie se ferma instantanément. Elle baissa les yeux vers son assiette, s'efforçant de dissimuler sa déception et sa peur. Ces quelques jours de normalité, de chaleur familiale, n'avaient été qu'une parenthèse après tout. Un sursis avant le retour à la dure réalité de son existence d'orpheline. « Je comprends », murmura-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître forte. « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne l'oublierai jamais. »« Non, tu ne comprends pas, » intervint Élise avec douceur.
Nous ne voulons pas que tu partes, Élodie. La fillette releva brusquement la tête, n'osant pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Élise et moi avons beaucoup réfléchi ces derniers jours, poursuivit Laurent, et nous en avons aussi discuté avec Mathieu. Ce que nous voulons te proposer, c'est de rester avec nous. Pas seulement quelques jours ou quelques semaines, mais de façon permanente. Vous voulez dire, comme une famille d'accueil ? Demanda Élodie, cherchant à comprendre exactement ce qui lui était offert. Non, répondit fermement Élise. Nous pensons à l'adoption, Élodie. Nous voudrions que tu deviennes officiellement notre fille et la sœur de Mathieu, si c'est ce que tu souhaites aussi, bien sûr. Un silence stupéfait accueillit ces paroles. Élodie fixait tour à tour Laurent, Élise et Mathieu, cherchant sur leur visage la confirmation de ce qu'elle venait d'entendre. Ce n'était pas un rêve, ni une plaisanterie cruelle. Ils étaient sérieux. Ils voulaient vraiment d'elle, non pas par pitié ou par obligation, mais par choix, par affection, par « pourquoi ?» murmura-t-elle finalement, incapable de contenir la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi moi ?» Laurent s'approcha d'elle et s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Parce que tu es une enfant extraordinaire, Élodie. Tu nous as sauvé la vie, mais ce n'est pas seulement pour ça. En quelques jours à peine, tu es devenue importante pour nous. Tu as apporté quelque chose de spécial dans cette maison, quelque chose qui nous manquait sans que nous le sachions. Et puis, j'ai toujours voulu une grande sœur, ajouta Mathieu avec un sourire espiègle. Élodie sentit un sanglot monter dans sa gorge. Toutes les émotions qu'elle avait si soigneusement contenues depuis la mort de son père menaçaient soudain de déborder. L'espoir, cette sensation presque oubliée, renaissait en elle avec une force vertigineuse. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. « Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, » la rassura Élise. « C'est une décision importante, et nous comprendrions parfaitement que tu aies besoin de temps pour y réfléchir. » Mais Élodie secoua la tête, un sourire tremblant illuminant son visage malgré les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. « Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'aimerais beaucoup rester avec vous. Beaucoup. » Mathieu poussa un cri de joie et se précipita pour l'enlacer. Laurent et Élise les rejoignirent, formant une étreinte collective qui valait tous les discours du monde. Pour la première fois depuis la mort de son père, Élodie se sentit véritablement en sécurité, véritablement chez elle. « Ce ne sera pas facile, » prévint Laurent une fois que l'émotion initiale se fut un peu apaisée. « Les démarches d'adoption peuvent être longues et complexes, mais nous avons un excellent avocat, et les circonstances exceptionnelles de notre rencontre joueront en notre faveur. Et en attendant que tout soit officiel, tu resteras avec nous, » ajouta Élise. « Notre avocat a déjà obtenu une tutelle temporaire, compte tenu des événements récents et de ton rôle dans notre sauvetage. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Laurent et Élise entamèrent officiellement les démarches d'adoption, multipliant les rendez-vous avec les services sociaux, les psychologues et les juges des affaires familiales. L'histoire d'Élodie, de son père et de son acte héroïque avait fait le tour des médias, suscitant une vague de sympathie qui facilitait considérablement les procédures administratives habituellement si rigides. Parallèlement, l'enquête sur Mercier progressait à grands pas. Les documents fournis par Élodie avaient ouvert la voie à des perquisitions qui révélaient chaque jour de nouvelles preuves de malversation. L'empire financier du magnate commençait à s'effondrer comme un château de cartes, entraînant dans sa chute plusieurs personnalités du monde politique et économique. Un matin, alors qu'Élodie prenait son petit déjeuner avec Mathieu avant de se rendre à l'école, car oui, elle avait été inscrite dans le même établissement privé que son futur frère adoptif, Laurent entra dans la cuisine, brandissant le journal du jour avec un sourire triomphant. « Regardez ça, dit-il en étalant le quotidien sur la table. En première page s'étalait une photo de Philippe Mercier, menotté, escorté par des policiers à la sortie du tribunal. Le titre, en caractères gras, proclamait « Scandale Mercier, le témoignage posthume d'un comptable fait tomber un empire. » « Ton père a réussi, Élodie, » déclara Laurent avec émotion. « Son combat n'a pas été vain. Grâce à son courage et au tien, justice est rendue. » Élodie contempla la photo, partagée entre la satisfaction de voir l'homme qui avait détruit sa famille enfin confronté à ses crimes, et une mélancolie résiduelle à l'idée que son père n'était plus là pour assister à ce triomphe. Mais la main de Mathieu se posa sur la sienne, et le sourire chaleureux d'Élise chassèrent rapidement cette ombre. « Papa serait fier, » murmura-t-elle, « et il serait heureux de savoir que j'ai trouvé une nouvelle famille. » Élise l'enlaça tendrement. « Nous ferons tout pour être dignes de cette confiance, ma chérie. Tout. »
L'automne s'installa doucement sur la côte d'Azur, teintant de rouge et d'or les collines surplombant Saint-Tropez. La villa des Dufresne retrouva peu à peu sa tranquillité, les policiers et les journalistes s'éloignant à mesure que l'affaire Mercier devenait de l'histoire ancienne. La vie reprenait son cours, mais transformée, enrichie par la présence d'Élodie qui s'épanouissait chaque jour davantage dans son nouveau foyer. Les démarches d'adoption progressaient favorablement, malgré quelques obstacles administratifs inévitables. Le juge des enfants, sensible à l'histoire extraordinaire qui avait réuni cette famille atypique, avait donné un avis préliminaire positif. Il ne restait plus que quelques étapes à franchir, avant que le changement de nom ne soit officialisé. Élodie Rousseau deviendrait bientôt Élodie Rousseau Dufresne, un nom qui honorerait à la fois son passé et son avenir. Un soir d'octobre, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, Laurent rassembla sa famille sur la terrasse. Il avait l'air mystérieux, presque solennel, comme s'il s'apprêtait à faire une annonce importante. « J'ai longuement réfléchi ces dernières semaines », commença-t-il en regardant tour à tour Élise, Mathieu et Élodie, « à ce qui s'est passé, à ce que nous avons failli perdre et à ce que nous avons finalement gagné. Et j'ai pris une décision qui concerne notre avenir à tous. » Élise fronça les sourcils, intriguée. Laurent ne lui avait rien dit de ses intentions, ce qui était inhabituel dans leur couple où la communication avait toujours été primordiale. « Quelle décision ?» demanda-t-elle légèrement inquiète. « J'ai décidé de créer une fondation », annonça Laurent avec un sourire radieux. « Une fondation qui portera le nom de Thomas Rousseau et qui sera dédiée à l'aide aux enfants en situation de précarité. Elle offrira des bourses d'études, un soutien matériel et psychologique et un accompagnement vers l'autonomie pour les jeunes qui, comme Élodie, se retrouvent seuls trop tôt dans la vie. » Un silence ému accueillit cette déclaration. Élodie, en particulier, semblait bouleversée, incapable de prononcer un mot tant l'émotion lui serrait la gorge. « La Fondation Thomas Rousseau », murmura finalement Élise, testant le nom sur ses lèvres. « C'est magnifique, Laurent, vraiment magnifique. Ce sera notre façon de transformer cette épreuve en quelque chose de positif, » poursuivit Laurent. « De faire en sorte que l'histoire d'Élodie et de son père serve à aider d'autres enfants, d'autres familles. »« Est-ce que je pourrais aider aussi ?» demanda Élodie d'une petite voix. « Je connais la vie dans la rue, je sais ce dont ces enfants ont besoin. »« Bien sûr, » affirma Laurent en posant une main affectueuse sur son épaule. « Tu seras notre conseillère spéciale, notre experte. Personne ne comprend mieux que toi ces réalités. » Un an s'était écoulé depuis cette soirée fatidique au port de Saint-Tropez. Le printemps avait de nouveau paré la côte d'Azur de ses plus belles couleurs, les mimosas illuminant les collines de leur jaune éclatant. Sur la terrasse de la villa Dufresne, les préparatifs d'une fête battaient leur plein. Des guirlandes de lanternes colorées étaient suspendues entre les oliviers, des tables drapées de blanc disposées sur la pelouse et un buffet somptueux s'organisait sous la supervision attentive de Maria. Ce n'était pas une célébration ordinaire. Ce jour-là marquait officiellement la finalisation de l'adoption d'Élodie, après des mois de procédures administratives, d'entretiens avec des assistantes sociales et de comparution devant le juge des affaires familiales. Désormais, Élodie Rousseau Dufresne était légalement et pleinement membre de la famille, avec tous les droits et protections que ce statut impliquait. Dans sa chambre, qui n'avait plus rien de provisoire, Élodie contemplait son reflet dans le miroir en pied. La fillette dépenaillée du port avait laissé place à une jeune fille épanouie de 12 ans, vêtue d'une robe d'été bleu ciel spécialement choisie pour l'occasion. Ses longs cheveux châtains, autrefois emmêlés et ternes, tombaient maintenant en boucles soyeuses sur ses épaules. Mais le changement le plus remarquable était dans son regard. Ses yeux verts, qui avaient connu trop tôt la douleur et la solitude, brillaient désormais d'une confiance retrouvée. Un léger coup à la porte interrompit sa contemplation. Élise entra, resplendissante dans une robe de soie ivoire qui mettait en valeur son élégance naturelle. « Tu es magnifique », dit-elle en s'approchant d'Élodie pour ajuster un pli de sa robe. « Comment te sens-tu ?»« Nerveuse », admit la jeune fille, avec un sourire timide. « Mais heureuse, très heureuse. » Élise caressa tendrement sa joue. « C'est normal d'être nerveuse. C'est un grand jour. Mais tous ces gens qui viennent aujourd'hui sont là pour célébrer avec nous, pour te souhaiter la bienvenue dans notre famille. Même si, dans nos cœurs, tu en fais partie depuis longtemps déjà. » Élodie hocha la tête, émue par ces paroles sincères. Au cours de cette année écoulée, elle avait progressivement baissé ses défenses, apprenant à faire confiance à nouveau, à accepter l'amour qu'on lui offrait sans craindre qu'il ne lui soit brutalement arraché.
Ce n'avait pas été un chemin facile. Il y avait eu des cauchemars, des crises de larmes, des moments de doute où le fantôme de son passé revenait la hanter. Mais à chaque étape, Laurent, Élise et Mathieu avaient été là, patients et compréhensifs, lui donnant l'espace et le temps nécessaires pour guérir. « J'ai quelque chose pour toi », annonça Élise en sortant un écrin de velours de sa poche. Un petit cadeau pour marquer cette journée spéciale. Élodie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur reposait un délicat pendentif en or, représentant un arbre de vie dont les branches s'entrelaçaient pour former un cercle parfait. « C'est magnifique », murmura-t-elle, touchée par ce geste. L'arbre de vie symbolise les racines et les branches, le passé et l'avenir, expliqua Élise en l'aidant à mettre le collier. Tes racines, avec ton père, resteront toujours une part importante de toi, Élodie. Et maintenant, tu as aussi de nouvelles branches qui grandissent avec nous. Des larmes d'émotion perlèrent au coin des yeux d'Élodie. Merci, dit-elle simplement, les mots lui manquant pour exprimer la profondeur de sa gratitude. Élise l'enlaça tendrement, comprenant tout ce que ce simple « merci » contenait. Leur étreinte fut interrompue par l'arrivée impétueuse de Mathieu, élégant dans son costume de lin clair, mais incapable de rester en place comme toujours. « Maman, Élodie, les invités commencent à arriver », annonça-t-il avec excitation. « Et papa dit qu'il a une surprise pour tout le monde. »« Une surprise ?» s'étonna Élise. « Il ne m'a rien dit. C'est parce que c'est une surprise pour toi aussi, » répondit Mathieu avec un clin d'œil complice. « Allez, venez !» Ils descendirent ensemble sur la terrasse où Laurent, impeccable dans son costume beige clair, accueillait les premiers invités. Parmi eux se trouvaient le commissaire Moreau et le lieutenant Delacroix, dont l'enquête méticuleuse avait permis de démanteler tout le réseau de corruption orchestré par Mercier. Il y avait aussi Maître Leblanc, l'avocat qui avait accompagné la famille tout au long des démarches d'adoption, ainsi que plusieurs collègues et amis proches des Dufresne. Un invité en particulier attira l'attention d'Élodie, un homme d'une 50aine d'années, aux traits bienveillants, qui discutait avec animation avec Laurent. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais quelque chose dans son attitude lui semblait familier. « Qui est-ce » demanda-t-elle discrètement à Élise. « Je ne sais pas », admit cette dernière. « Probablement un collègue de Laurent que je n'ai pas encore rencontré. » Laurent les aperçut et leur fit signe d'approcher. « Ah, vous voilà. Élodie, Élise, je vous présente Antoine Rousseau, le frère de Thomas. » Élodie sentit son cœur manquer un battement. Le frère de son père? Elle ignorait même son existence. Thomas ne lui avait jamais parlé de sa famille, laissant entendre qu'il était seul au monde, sans attache. « Mon oncle ?» balbutia-t-elle abasourdie. L'homme s'approcha d'elle, visiblement ému. « Élodie, » dit-il doucement, « j'ai cherché Thomas et toi pendant si longtemps. Nous nous étions perdus de vue il y a des années, après une dispute stupide. Quand j'ai finalement retrouvé sa trace, il était déjà parti, et tu avais disparu. Comment nous avez-vous retrouvés ?» demanda Élise, tout aussi surprise que sa fille adoptive. « Grâce à l'affaire Mercier, » expliqua Antoine. « J'ai vu les articles dans la presse, la mention du nom de Thomas, et puis cette photo d'Élodie avec votre famille. J'ai contacté immédiatement M. Dufresne. » Laurent intervint, posant une main rassurante sur l'épaule d'Élodie. « Antoine m'a appelé il y a 3 semaines. J'ai voulu vérifier son identité avant de t'en parler, Élodie. Des tests ADN ont confirmé qu'il est bien ton oncle paternel. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» demanda la jeune fille, partagée entre l'excitation de découvrir un membre de sa famille biologique et la crainte que cela ne change sa situation actuelle. « Je voulais te faire la surprise aujourd'hui, le jour où tu deviens officiellement une Dufresne, » répondit Laurent avec un sourire. « Pour que tu saches que tu ne perds pas ton passé en embrassant ton avenir. Les deux peuvent coexister harmonieusement. » Antoine s'approcha prudemment d'Élodie, respectant sa confusion évidente. « Je ne suis pas venu bouleverser ta vie, Élodie, » assura-t-il. « Je vois que tu as trouvé une famille merveilleuse et j'en suis profondément heureux. Je voudrais simplement faire partie de ta vie si tu le souhaites, te raconter des histoires sur ton père quand il était jeune, te montrer des photos de famille, te parler de tes grands-parents. » Élodie leva les yeux vers cet homme qui portait les traits de son père, le même front haut, les mêmes pommettes saillantes, le même regard intense. C'était comme retrouver un morceau de puzzle qu'elle croyait perdu à jamais. « J'aimerais beaucoup ça », murmura-t-elle finalement, un sourire timide éclairant son visage. Les heures suivantes s'écoulèrent dans une ambiance de joie et de célébration. Le champagne coulait à flots pour les adultes, tandis que les enfants, car Mathieu avait invité plusieurs camarades de classe, s'amusaient dans le jardin sous la supervision attentive de Maria. Un photographe engagé pour l'occasion
immortalisait ces moments précieux, capturant les sourires, les embrassades, les regards complices qui tissaient la trame de cette famille recomposée. En fin d'après-midi, Laurent demanda l'attention de tous en tintant délicatement son verre avec une cuillère. Le silence se fit progressivement sur la terrasse, tous les regards se tournant vers lui. « Chers amis, commença-t-il, merci d'être venus partager avec nous ce jour si spécial. Aujourd'hui, nous célébrons officiellement l'arrivée d'Élodie dans notre famille. Mais en vérité, elle en fait partie depuis cette soirée extraordinaire où, par son courage et sa détermination, elle nous a sauvé la vie. » Des applaudissements chaleureux accueillirent ces paroles. Élodie, debout entre Élise et Mathieu, rougit sous cette attention, mais son sourire radieux témoignait de son bonheur. « Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, » poursuivit Laurent, « c'est que cette journée marque aussi le lancement officiel de la fondation Thomas Rousseau, dédiée à l'aide aux enfants en situation de précarité. Grâce à la générosité de nos partenaires et donateurs, nous avons déjà pu collecter plus d'1 million d'euros pour financer nos premiers projets. » Cette annonce suscita une nouvelle vague d'applaudissements, plus nourrie encore. Élodie sentit son cœur se gonfler de fierté. Le nom de son père, autrefois associé à la tragédie et à l'injustice, devenait désormais synonyme d'espoir et de solidarité. « Et j'ai le plaisir d'annoncer, » continua Laurent, « que notre premier projet sera la création d'un centre d'accueil et d'accompagnement pour les mineurs isolés ici même à Saint-Tropez. Un lieu où ces enfants pourront trouver non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi une éducation, un soutien psychologique et la chance de construire un avenir meilleur. » Élise s'avança pour rejoindre son mari. « Ce centre s'appellera la Maison d'Élodie, » précisa-t-elle avec émotion. « En hommage à notre fille qui nous a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en courage, en intégrité et en amour. » Élodie ne put retenir ses larmes. Cette reconnaissance publique, cette façon de transformer son histoire personnelle en source d'inspiration et d'aide pour d'autres enfants dans sa situation, la touchait au plus profond de son être. « Et maintenant, » conclut Laurent en levant son verre, « je vous invite à porter un toast à notre famille, à Élise, mon épouse extraordinaire, dont la compassion et l'ouverture d'esprit ne cessent de m'émerveiller, à Mathieu, notre fils, qui a accueilli sa nouvelle sœur avec une générosité sans pareille, et à Élodie, notre fille, dont l'arrivée dans nos vies nous a rendus plus riches que tous les contrats du monde. À la famille, répétèrent en chœur les invités, levant leurs verres dans un geste unanime. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant la terrasse d'une lumière dorée, Élodie s'éloigna un moment de l'agitation pour contempler la mer qui s'étendait à perte de vue. Son regard se porta vers le port de Saint-Tropez, visible au loin, là où tout avait commencé. Que de chemin parcouru depuis cette nuit, où, terrifiée mais déterminée, elle avait couru le long du quai pour prévenir un inconnu du danger qui le guettait. Elle sentit une présence à ses côtés et tourna la tête pour découvrir Laurent qui la rejoignait, 2 verres à la main. Il lui tendit l'un d'eux, rempli de jus de fruits frais. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À tout ce qui s'est passé » répondit-elle avec un sourire pensif. « Au destin, peut-être, au fait que parfois les pires moments de notre vie peuvent nous conduire au meilleur. » Laurent hocha la tête, touché par la sagesse de cette jeune fille qui avait tant vécu en si peu d'années. « Tu sais, j'ai souvent réfléchi à cette soirée au port. Si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas eu le courage de venir nous prévenir, malgré les risques de ne pas être crus, nous ne serions plus là aujourd'hui. Et si vous ne m'aviez pas écouté, ajouta Élodie, si vous aviez décidé d'ignorer l'avertissement d'une gamine des rues, nous ne serions pas une famille aujourd'hui. La vie tient parfois à si peu, murmura Laurent. Une décision, un instant d'attention, une intuition que l'on choisit de suivre ou d'ignorer. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant la beauté du paysage et la profondeur de ce lien qui les unissait désormais, un lien forgé dans l'adversité, mais renforcé chaque jour par l'amour et le respect mutuel. « Papa !» appela Mathieu en courant vers eux, suivi de près par Élise et Antoine. « On va faire la photo de famille. Le photographe nous attend. » Laurent sourit à son fils puis à sa femme qui les rejoignait. « Nous arrivons !» répondit-il en posant un bras protecteur autour des épaules d'Élodie. Ils se dirigèrent ensemble vers le grand olivier centenaire qui trônait au centre du jardin, là où le photographe avait installé son matériel. Antoine s'écarta discrètement, mais Élodie lui fit signe d'approcher. « Vous aussi vous faites partie de la famille », dit-elle simplement. Touché par ce geste, l'oncle d'Élodie se joignit au groupe. Le photographe les plaça avec soin, Laurent et Élise au centre,
Mathieu devant son père, Élodie devant Élise, et Antoine légèrement en retrait, une main posée sur l'épaule de sa nièce. « Parfait !» déclara le photographe. « Maintenant souriez et dites « famille !»« Famille !» s'exclamèrent-ils à l'unisson, leurs visages illuminés par un bonheur authentique que l'objectif captura pour l'éternité. Cette photo prendrait bientôt place sur le mur du salon, aux côtés d'autres souvenirs familiaux. Elle témoignerait de ce jour particulier où, officiellement et symboliquement, une famille s'était agrandie, enrichie par une histoire hors du commun. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que la nuit étendait son manteau étoilé sur la côte d'Azur, Élodie se retrouva seule un instant sur la terrasse. Elle leva les yeux vers le ciel, cherchant instinctivement la constellation que son père lui avait apprise. Cassiopée, facilement reconnaissable à sa forme en W. « Tu serais fier, papa », murmura-t-elle à l'étoile la plus brillante. « Et tu serais heureux de savoir que j'ai trouvé une nouvelle famille. Une famille qui m'aime pour ce que je suis, qui respecte ton souvenir et qui m'aide à devenir la personne que tu espérais que je devienne. » Une brise légère caressa son visage, comme une caresse venant de l'au-delà. Élodie ferma les yeux, savourant ce moment de communion silencieuse. Puis elle sourit, toucha le pendentif en forme d'arbre de vie qui brillait sur sa poitrine et rejoignit sa famille. Cette famille que le destin lui avait offerte au moment où elle s'y attendait le moins. La vie, parfois, réservait d'étranges surprises. Des détours douloureux qui menaient finalement à des chemins lumineux, des pertes qui ouvraient la voie à de nouveaux commencements, et des rencontres fortuites qui changeaient tout, transformant des étrangers en une famille unie par des liens plus forts que le sang, les liens du cœur, de la gratitude et de l'amour.